Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe à ravir. Alors, dans la précédente vidéo, je vous avais fourni une boîte à outils pour essayer de voir si, oui ou non, une limitation à une droit ou une liberté était légale. Aujourd'hui, on va essayer de justement bricoler, d'utiliser les outils qu'on a déployés dans la précédente vidéo. Putain de merde quoi, c'est quand même extraordinaire. Je vous donne un énoncé qui s'ancre dans le réel. C'est ce qui a été en fait réalisé par le gouvernement Wilmes I lorsque la crise du Covid-19 a commencé en Belgique. Par arrêté ministériel, il a été décidé de fermer les bars et les restaurants. D'autres mesures ont été prises, attentatoires aussi aux droits et libertés, mais ici, de manière égocentrique, on va juste se pencher sur la fermeture des bars et des restaurants. Et ici, vous vous mettez dans la peau d'un restaurateur qui considère que ça va le ruiner cette mesure et qui aimerait bien donc faire annuler cette restriction aux droits et libertés. La chose qu'il faut faire selon le monde d'emploi qu'on vous a donné donc la semaine passée, c'est de savoir quels sont les articles de la Constitution, des textes internationaux qui sont en quelque sorte limités. Quels sont les droits et libertés qui sont limités. Et donc ce travail de repérage. Il n'y a pas de secret quoi. Tout d'abord, il y a le droit à la vie privée. Et ce droit à la vie privée, il comprend ce droit de pouvoir aussi exercer une profession comme on l'entend, la profession qu'on désire professer. Donc ça fait partie du droit à la vie privée qui est garanti par l'article 22 de la Constitution, l'article 17 du Pacte international sur les droits civils et politiques et l'article 8 de la CEDH. On peut aussi trouver qu'il y a le droit au travail qui est également limité là-dedans. Ce droit, il est consacré par l'article 23 de la Constitution et par l'article 6 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Bien sûr, vous pouvez retrouver aussi d'autres conventions internationales, mais même dans le droit interne, des dispositions qui protègent le droit au travail ou le droit à la vie privée. Je pense par exemple aux lois qui protègent la liberté d'industrie et de commerce en Belgique. Il y a aussi d'autres conventions. Mais bon, là j'ai retenu les principales. Je voulais aussi faire un mot sur l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que cet article 15, il permet aux États, en quelque sorte, de déroger aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'il y a un péril grave pour la nation. Ici, c'est grandement le cas avec la crise sanitaire. D'ailleurs, certains pays ont décidé directement de déroger à certains droits, dont l'Estonie, la Lettonie ou la Roumanie. Mais cet article 15, il requiert que l'État fasse des formalités qui préviennent le Conseil de l'Europe, chose que la Belgique n'a pas faite. Donc l'article 15 ne s'applique pas en l'occurrence. Il n'y a pas de secret quoi. Une fois ce repérage accompli, on peut maintenant traiter de la légalité externe, à savoir est-ce que l'autorité fédérale est compétente pour restreindre ce droit pour les restaurateurs. Alors il faut regarder cette compétence au regard de la répartition des compétences et étant donné qu'une mesure, c'est une mesure de pouvoir exécutif, voir si elle se base sur une loi. Tout d'abord, il ne faut pas s'arrêter à des éléments dans la consigne qui peuvent prêter à confusion. Le fait que le gouvernement ait reçu les pouvoirs spéciaux du Parlement n'a rien à voir avec l'énoncé. Faux! En fait, ici en l'occurrence, le gouvernement agit en tant que pouvoir exécutif. Les pouvoirs spéciaux, c'est lorsque le législateur attribue au pouvoir exécutif des compétences pour modifier, abroger des lois. Donc, en quelque sorte, dans les pouvoirs spéciaux, l'exécutif se substitue au pouvoir législatif. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, en réalité, l'autorité fédérale se base sur une loi. Alors, pour trouver les lois, on va regarder dans l'arrêté. Alors, lorsqu'on va dans cet arrêté et qu'on regarde le préambule de cet arrêté, on voit qu'elle se fonde sur 3 lois. Notamment l'article 182 de la loi du 15 mars 2007 sur la sécurité civile, qui confie le pouvoir au ministre de l'Intérieur d'assigner à résidence. Il y a aussi l'article 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, qui permet au ministre de l'Intérieur d'exercer les fonctions de police administrative du bourgmestre lorsque le trouble se produit à plusieurs communes ou pour l'intérêt général. Et enfin, l'article 4 de la loi de 1963, qui permet encore au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures utiles pour préserver la protection civile sur l'ensemble du territoire. Ensuite vient la question de savoir si l'autorité fédérale est compétente au regard de la répartition des compétences. Alors, la répartition des compétences en Belgique, elle est simple, c'est que toutes les matières qui n'ont pas été attribuées aux entités fédérées, donc aux régions et aux communautés, relèvent de l'autorité fédérale. En l'occurrence ici, tout ce qui relève de la sécurité, du sanitaire, la crise sanitaire, la crise pour la santé des individus, ça n'a pas été attribué directement aux entités fédérées et donc c'est une compétence de l'autorité fédérale. En gros, il n'y a
a priori, pas de problème du point de vue de la légalité externe quant à l'arrêté ministériel, parce que l'autorité était compétente, notamment parce que le pouvoir exécutif se basait sur une loi, et au regard de la répartition des compétences. Il n'y a pas de secret, quoi. Maintenant, on va regarder la légalité interne de l'acte, à savoir est-ce que la fermeture des restaurants est conforme à la hiérarchie des normes. On a distingué deux types de droits, le droit à la vie privée et le droit au travail. Il faut donc avoir un raisonnement différent pour chacun de ces droits. On commence par le droit à la vie privée. Et là, il faut suivre le raisonnement qu'on a vu dans notre précédente vidéo. 1. Est-ce que la restriction au droit à la vie privée, plutôt à la liberté de profession, est-ce qu'elle est prévue par une loi suffisamment claire, précise et prévisible? Ça semble être le cas, quand même si c'est un arrêté ministériel, parce que l'arrêté ministériel, comme on l'a vu, il est basé sur des lois. Mais il peut se poser une question déjà du point de vue de la clarté. Si on regarde en fait la loi, il y a certaines zones d'ombre. Par exemple, cette obligation, on a l'impression qu'on doit se balader d'office avec un ami. Mais en ce qui concerne les restaurateurs, c'est assez clair. Par contre, il y a une deuxième question au regard de l'habilitation qui est fournie par la loi. En fait, la loi, elle ne vise que des troubles de manière très large. Mais elle n'indique nullement au gouvernement comment elle doit agir, quelle est sa marge de manœuvre. On ne sait pas vraiment ce que le gouvernement est habilité à faire. Il est juste habilité à agir et à avoir les pouvoirs du bourgmestre. Mais donc l'habilitation est assez large. Or, la Cour constitutionnelle a rendu une décision le 4 avril 2019 qui a trait aussi justement aux restrictions de droits et libertés en matière de vie privée. Et dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle dit qu'une habilitation du pouvoir législatif au pouvoir exécutif, elle doit être suffisamment précise et qu'elle doit déjà démarquer les éléments essentiels de l'exécution lors des restrictions. Donc, avec les éléments en cause pour le Covid-19, l'habilitation est à ce point large que ça peut poser question au regard de la condition d'égalité. Ensuite, il y a le second objectif. Enfin, le second objectif qui est plutôt en fait de poursuivre un objectif légitime. Donc le second critère est de poursuivre un objectif légitime. Ici, l'objectif c'est clairement de veiller à la santé publique. Et si on regarde d'ailleurs l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il est clairement indiqué qu'on peut limiter le droit à la vie privée pour des raisons de santé. Donc, du point de vue de l'objectif, ça semble clairement poursuivi de manière légale. Maintenant, on peut regarder la troisième condition, qui essaie de savoir si les moyens mis en œuvre sont proportionnels plutôt au but poursuivi. Et là, la réelle question qui se pose en réalité, c'est de savoir est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, moins ostentatoires aux droits et libertés et aux droits à la vie privée en l'occurrence, pour parvenir à l'objectif qui était justement de garantir une certaine santé à la population. Et cette question-là, effectivement, c'est celle qui est en fait ouverte au débat. Est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, pour les restaurants, concevoir aussi cette norme de distanciation sociale de 1,5 m entre les clients? Est-ce que ce n'était pas possible? Il y a d'autres arguments en sens inverse, qui est de dire que pour la restauration, par exemple pour les bars, il était difficile, notamment avec les couverts, avec les services, de tenir cette distance de sécurité, de distanciation. Il y a une autre remarque aussi qui peut être formulée, c'est de dire ok, mais si on ne ferme pas les restaurants, si on ne ferme pas les bars, il faut contrôler chacun d'eux. Or, c'est beaucoup plus simple de contrôler lorsque c'est censé être fermé que de rentrer dans chaque restaurant pour voir si effectivement les distances sont bien respectées tout le temps. Ce sont des ressources qui sont assez conséquentes. Et donc la question est ouverte. Et dans ce genre de cas, la Cour consacre ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, qui était de dire que les États ont une large marge d'appréciation. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé qu'on ne saurait imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif en ignorant les choix opérationnels qu'elles doivent faire en termes de priorité et de ressources. Donc, dans ce cas-là, ça veut aussi vouloir dire qu'effectivement, l'État est le mieux à même de réfléchir pour comment allouer les ressources de contrôle et faire en sorte que la norme soit le mieux respectée. Maintenant, on va passer au droit au travail, qui est un droit de seconde génération. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas de consécration légale, il n'offre pas directement en soi de droit subjectif. Regardez l'article 23 de la Constitution, il doit être mis en œuvre par des lois, des décrets ou des ordonnances. C'est un peu comme l'histoire de la personne sans abri qui requiert par exemple un logement. Elle ne peut le faire que si elle a un droit subjectif, c'est-à-dire que si une ordonnance, une loi ou un décret le lui permet. C'est pareil pour le droit au travail. Néanmoins, pour ces droits, il y a ce qu'on appelle l'obligation de standstill. C'est-à-dire que lorsqu'on consacre par exemple le droit au travail, il ne faut qu'aller vers l'avant. On ne peut finalement pas retourner en arrière et consacrer moins que ce qu'il était le droit au travail. Mais en l'occurrence, est-ce que ce standstill est vraiment applicable? Pas vraiment. Parce que les restrictions qui étaient prévues par les lois,
elle date déjà depuis un certain temps, donc avant même l'existence de l'article 23, et donc c'est compliqué d'invoquer cet article de standstill. De plus, même si on pouvait l'invoquer, ce dont je doute clairement, c'est compliqué parce que l'État peut quand même retourner en arrière s'il invoque des motifs légitimes d'intérêt national, ce qui va être le cas ici avec la crise sanitaire. Et si les moyens sont proportionnels, c'est encore le même débat de proportionnalité, mais étant donné que là, les restrictions elles sont temporaires, ça a d'autant plus de chances à qu'on ne puisse pas reconnaître le standstill dans l'espèce. Donc voilà, on a fini pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile, et à mon avis la semaine prochaine je reviendrai avec une autre vidéo sur la discrimination.